commence par une petite méditation sur cette image. Alors, si vous voyez mal, je vous la décris. Vous avez un homme qui a l'air de s'amuser dans un bac à... Enfin, bref, dans une piscine. Et puis, de l'autre côté, un robot. Et entre les deux, on a une petite bouteille de pchit là, qui fait le lien entre les deux. Et c'est une publicité qui n'est pas un journal utopiste ou transhumaniste, mais c'est Financial Times, qui n'est pas le journal le plus rigolo que je connaisse. Et donc, vous voyez le slogan « They work, you play ». Ils travaillent, supposément les robots. Vous vous amusez. Intéressant, non, comme image du monde. Pour des gens, enfin, Financial Times est rarement lu dans le métro, mais plutôt pour des gens qui se pensent maîtres du monde et qui voient le monde à travers sa dimension financière. Et économique en tout cas. Donc qu'est-ce qu'on leur donne à voir? Et c'est très intéressant parce que c'est gauche-droite là. Vous voyez une partie gauche, une partie droite. Mais c'est dans la partie droite que se trouve l'homme qui s'amuse, et c'est dans la partie gauche qui est des robots. Est-ce que ça fait rêver? Et en même temps, ça doit faire rêver parce qu'ils en font une image marketing, donc ça fait rêver. Et si on passait notre temps à s'amuser, donc you play, vous faites ce que vous voulez, vous vous amusez, il y a des robots qui vont travailler pour nous. Alors, deux remarque, alors quand je développe cette conférence, je fais travailler sur... il y a un cercle qui apparaît au niveau de l'homme qui s'amuse là, donc est-ce que c'est amusant? Et jusqu'à quand c'est amusant? Un cercle qui apparaît sur la main du robot, avec la question, mais qui a fait cette main? Et qui tient le programme qui permet au robot d'appuyer là sur la petite... Et enfin, un troisième cercle apparaît au milieu, sur le pchit. Qu'est-ce que c'est que ce pchit qui nous transforme en joueurs à partir d'une activité mécanique et marchande? Parce que ça a l'air très évident, et alors ça peut faire rêver Margot, hein, de dire ouais, c'est vrai, une société où il y aurait des robots qui travaillent pour nous, et nous on ne travaillerait pas, ou peu, ou comme on voudrait. Bon, un grand thème de la mythologie, mythologie humaine depuis la nuit des temps, hein, c'est pas nouveau ça. On pense souvent à l'homme augmenté, mais il faut aussi comprendre le transhumanisme comme le travail robotisé. Parce que si le travail est une dimension de l'homme, la robotisation du travail transhumanise l'homme. Enfin, l'humain. C'est au deuxième siècle après Jésus-Christ. Alors, il n'y avait pas de robots, il y avait des esclaves. Et il y avait des citoyens qui passaient leur temps à manger et à aller au cirque, c'est le fameux Panem et Circenses, du pain et des jeux. Une société qui a été ludique pendant quelques décennies, jusqu'à évidemment ce qu'elle s'effondre sous la poussée des travailleurs barbares et des esclaves qui ne voulaient plus l'être. Je dis ça parce qu'on c'est ce mythe de l'esclave, et donc du robot esclave, est récurrent dans l'histoire de l'humanité. Et il a pris avec la modernité, avec la période moderne, donc à partir du XVIIIe siècle, une intensité très particulière, parce que depuis la maîtrise, vous savez, un des premiers grands ouvrages, enfin pas un des premiers, un des derniers grands ouvrages de la période des Lumières, XVIIIe siècle, c'est la maîtrise, c'est l'homme-machine, et l'idée que l'homme n'est qu'un animal et qu'une machine, et qu'on peut finalement le programmer, on pourra à terme le programmer. L'idée, hein, c'est avec la sécularisation du monde, c'est le fait de construire un paradis terrestre, ben on le voit, hein, où on n'est que joueur, et la nature, vous voyez, pour que ce paradis existe, il faut qu'il y ait les fruits, les arbres, le pain, pour qu'on puisse se nourrir, et en fait, comme on ne peut plus avoir d'esclaves, on imagine que les robots vont jouer ce rôle et vont nous apporter, clé en main, la nourriture dont nous avons besoin, les biens dont nous rêvons, etc.
Donc ce mythe, il est très ancien dans l'histoire du monde, mais il est très vif depuis le XVIIIe siècle, et on ne fait que essayer de le réaliser étape par étape. Dont le transhumanisme au sens étroit du terme, c'est-à-dire la transformation de l'homme lui-même, n'est qu'une des dimensions finalement d'un mythe plus vaste. Nous sommes comme des dieux, c'est-à-dire nous sommes au paradis, comme la nature évidemment ne suffit pas à elle-même à nous nourrir, il faut que la technique supplée à la nature. Alors à cette petite nuance près que au paradis l'homme travaille. Dans Genèse chapitre 2, Dieu mit l'homme et la femme au paradis pour qu'ils le cultivent. C'est curieux ça. Au paradis, on ne joue pas dans la piscine, on cultive. Pourquoi? Parce que dans le mythe de la Genèse, la participation de l'homme à la création fait partie de sa nature et de sa dignité. C'est parce qu'il poursuit la création qu'il a une dignité différente des autres animaux. C'est la première chose que dit Dieu. D'ailleurs, c'est croissez et multipliez, soumettez les animaux et dominez le monde. Dominer au sens d'exercer un dominé. Alors, je dis ça parce qu'on s'appuie souvent sur ce mythe du paradis pour essayer de réaliser un mythe, hein, et quelle que soit votre confession, c'est pas un propos confessionnel que j'ai là, hein, c'est un propos d'analyse des idées. Les idées modernes se fondent sur le mythe de la Genèse mal interprété, puisqu'on voudrait finalement créer un paradis qui n'a jamais été pensé comme ça dans le mythe, et proposé comme ça dans le mythe de la Genèse, parce que précisément ce qui fait la dignité de l'homme, c'est de travailler. Alors on peut comprendre le monde actuel de différentes façons, et notamment cette crise du travail de différentes façons. La première étant l'approche anthropologique que j'ai pu faire ailleurs, dans d'autres milieux, et pour comprendre la nature du travail, la nature humanisante du travail. Or, ce n'est pas cette approche que je vais développer devant vous aujourd'hui, mais c'est une approche politique. Je m'explique. On peut critiquer donc, cette mythologie et ce qu'elle entraîne d'un point de vue anthropologique en disant mais au fond, ça n'honore pas la réalité de la nature humaine, la réalité d'une anthropologie juste. L'homme s'humanise en travaillant, c'est-à-dire en participant, en ayant un projet pour son environnement, en le réalisant pour qu'autrui puisse en bénéficier. Ce que le propre du travail, hein, c'est avoir un projet, réaliser quelque chose, et que ce quelque chose soit utile à un tiers, à un autre. Si je me rase, je ne travaille pas. Si je rase quelqu'un, je travaille. C'est-à-dire qu'il y a une utilité pour un tiers, et c'est ce qui fonde le travail. Donc je pourrais vous voyez, passer mon heure sur cette question anthropologique, et ça mériterait de le faire. Mais je pense qu'il y a une critique, une analyse nécessaire aussi, et pour nous, et alors, en l'occurrence pour nous, courant pour une écologie humaine, qui est l'analyse politique. Pourquoi il est très important de s'approprier le travail? Parce que le travail est le fondement de la liberté humaine. Maîtriser son travail, c'est maîtriser sa liberté. Être soumis à son travail, c'est l'esclavage. Donc, même si des contemporains ne partageraient pas l'analyse anthropologique, ou en tout cas, je pense qu'ils partageraient après un certain temps, parce que c'est une philosophie naturelle. Mais même si on ne veut pas passer par ce champ-là, face à des acteurs sociaux que nous sommes, qui ont besoin de liberté pour exercer leur dignité, il est urgent de dire, si on ne s'approprie pas son travail, si on fait disparaître le travail, et notamment derrière le pchit, parce que c'est ça, le pchit, c'est la disparition du travail. Je ne travaille plus là-bas, mais quelqu'un travaille pour moi. Mais derrière celui qui travaille, il y a des gens qui travaillent. Derrière cette main-là, il y a qui? Qui travaille? Cette disparition du travail, c'est une disparition de la liberté. Alors il y a deux façons, là encore, donc vous avez compris, mon propos va être un propos politique, donc d'économie politique, pour comprendre le monde. Il y a encore deux façons de le poser, soit de manière polémique, je dénonce le fait que le travail a été approprié par les capitalistes, etc. Et ce qui n'est pas faux d'ailleurs, mais ce n'est pas mon sujet, en tout cas ce n'est pas ma posture. Soit j'analyse et je démonte, c'est-à-dire que je montre à plat
il y a une machine économique, il y a un système économique, une machine, et je vous présente toutes les pièces du système pour que vous voyez comment ça fonctionne. Libre à vous, à la fin, de vous positionner. C'est ce que je vais faire, ce que je fais en général dans mes travaux, dans ce bouquin, pour laisser le lecteur, un choix au lecteur à la fin de se positionner lui-même. Avançons, et donc je vais vous présenter ça en 3 chapitres, en forme de démonstration. Premier chapitre, je voudrais vous montrer que l'économie, ce qu'on appelle l'économie, est en fait un trompe-l'œil sur la question du travail. Premier rappel, qui est un rappel de vos cours d'économie les plus élémentaires, c'est le travail qui crée la valeur économique. C'est le travail humain qui crée la valeur économique. Il peut y avoir une valeur d'échange, comme on dit, c'est-à-dire sur le marché, il y a un prix. Mais ça, c'est pas la valeur, ça c'est l'évaluation. L'évaluation. C'est-à-dire que je peux donner à ce livre un prix de 15,90 € sur un marché, ou de 18 ou de 30 €, mais ça ne change rien au travail qui est derrière et qui fait la valeur au nom du livre. Donc, mais ça c'est un basique de l'économie, donc j'ai honte de le rappeler, mais je dois le rappeler dans certaines instances, parce qu'on a tellement été troublé par le marketing et la mise en marché, qu'on croit que la valeur elle vient des marchés. Mais les marchés ne font que sanctionner l'utilité des biens et services qui sont proposés. Et cette utilité, elle vient du travail qui a été incorporé dans les biens et services. Donc c'est le travail qui crée la richesse. D'où la question suivante, mais où se réalise le travail? Il se réalise dans au moins 6 endroits, de 6 manières différentes. Où se réalise le travail, comme création de richesse économique, 6 manières différentes. Alors, travail domestique, dans l'ordre, hein, et dans l'ordre d'importance. Travail domestique, c'est le domus, du latin domus, la maison, économie, du grec oikos, la maison. L'oikonomos, c'est la science de la maison, c'est la science domestique, étymologiquement, l'économie. Et le premier des travaux, la première manière de travailler, c'est le travail domestique, c'est-à-dire le fait d'entretenir son toit, de façon à pouvoir y vivre de manière correcte, digne, pouvoir s'alimenter, donc survivre, et élever et éduquer des enfants. 3 dimensions du travail domestique: alimentation, sécurité, santé et éducation des enfants. C'est un très gros travail social, c'est un très gros travail économique. Disparu de nos radars, je vais y revenir, mais qui a pendant des siècles représenté 95% du travail. Le travail humain, c'était 95% du travail domestique. La ferme, c'était une maison. Hein. Et on éduquait les enfants, on travaillait, on trayait la vache, et on se nourrissait du lait qu'on avait trait. L'économie était très très autarcique en plus. Donc l'essentiel de l'activité jusqu'au XVIIIe siècle est une activité, un travail domestique. C'est encore une partie importante de notre travail aujourd'hui. Deuxième, c'est pour cette partie vite, je reviens un peu en arrière, le travail associatif, c'est le travail que l'on réalise avec d'autres pour réaliser des biens et des services sociaux. C'est 12 millions de bénévoles en France, un peu moins d'1 million d'équivalents plein temps, 60% de retraités. On travaille de façon différente. On travaille beaucoup dans le milieu associatif, donc c'est 60% des bénévoles, ça fait 400 000 personnes à plein temps. Et sans ce travail associatif, il n'y aurait pas de société en France. Et associatif, c'est culturel, c'est un peu économique et social. Il n'y aurait pas de société, c'est-à-dire que la société se bloque. Troisième travail qui a grossi tout à l'heure, c'est le travail collaboratif. Longtemps, ça a été le travail de voisine avec les voisins. Dans un village, on construit des choses ensemble. Dans mon village où j'habite, le conseil municipal, une fois par an, au printemps maintenant, fait le tour du village, et il y a une poule due aux intempéries, et il met un peu de goudron pour, en attendant que la région ou le département fasse les travaux sur les routes. C'est un travail collaboratif du village. C'est aussi vieux que les communautés humaines, ça, hein, le travail collaboratif. Dans certains lieux, on construit des maisons ensemble.
Ce travail collaboratif a explosé, je vais y revenir, avec Internet, parce qu'il a permis de créer des communautés qui ne sont pas simplement des communautés de voisinage du village, mais des communautés à l'échelle du village planétaire que permet Internet. J'y reviens, mais c'est travail collaboratif. Dernière forme de travail dans cette partie, pour vous, gauche, travail du consommateur ou du client. Le travail du consommateur, c'est le travail que nous réalisons à la place de l'entreprise pour pouvoir obtenir le bien que nous consommons. Et une partie de la production de ce que nous consommons, c'est nous qui le réalisons en tant que consommateurs. Exemple, vous voulez remplir votre réservoir d'essence, vous allez à une station-service et vous attendez que le pompiste remplisse le réservoir. Donc vous pouvez attendre longtemps, vous ne consommerez pas d'essence parce qu'il faut vous sortir de votre voiture, donc à 99% des cas en France, et mettre vous-même le pompe, etc. C'est un travail. Vous allez en Italie, il y a un pompiste. Simplement, on a fait internaliser par le client une partie du travail de l'entreprise Total ou de l'entreprise BP. Alors c'est vrai, Ikea, quand vous montez vos meubles, c'est vrai au supermarché, lorsque vous prenez votre caddie, vous remplissez votre caddie, vous arrivez à la caisse, vous scannez maintenant vous-même votre caisse, vous allez dans votre voiture et vous mettez les paquets dans votre voiture. Aux États-Unis, il y a quelqu'un qui prend les paquets, qui les met dans votre voiture, il y a plein de caissiers. Au Japon, il y a 2 personnes qui vous accueillent à l'entrée du magasin en vous saluant. Il y a dans d'autres espaces, il y a d'autres façons de travailler. Il se trouve qu'en France, on est bien placé parce qu'on est extrêmement productif. La productivité des services est extrêmement élevée. On a extrêmement mécanisé les services. Et que donc, il ne faut pas rêver, hein, mécaniser les services, c'est faire travailler le client. Hein. Et même sur Amazon, je vais y revenir, hein, le SNCF aujourd'hui, hein, vous n'allez plus au guichet où il y avait un guichetier qui vous cherchait le meilleur train, qui vous expliquait. Aujourd'hui, c'est vous-même qui le faites, vous dites c'est super. Hein. Donc moi, je l'utilise énormément, donc je suis très content de ça. Sauf que c'est moi qui cherche mon produit, qui le paye, qui me met une carte bleue, enfin bref, qui fait tout le boulot du guichetier. Hein. Donc, retenons qu'il n'y a pas de miracle. Si on travaille moins d'un côté, c'est qu'on travaille plus de l'autre. Alors le moins d'un côté et de l'autre, c'est quoi? Toute la partie orange, là-bas, c'est le travail qu'on connaît bien. Le travail salarié, le travail indépendant. Le travail donc qui va donner lieu à une rémunération. Le travail salarié en organisation, le travail indépendant avec des organisations. Première conclusion intermédiaire, à quantité de richesses créées dans un pays, mettons 1000, vous avez une partie qui est créée par du travail domestique, associatif, collaboratif du client, une partie qui va être créée par le travail dans les organisations. Et si vous bougez une partie de ce travail, exemple le pompiste, vous diminuez le travail salarié, vous augmentez le travail du client. Si vous augmentez le travail du collaborateur, ça fait augmenter la richesse. Le travail collaboratif, ça fait augmenter la richesse, mais ça fait peut-être diminuer un travail ailleurs. C'est ce qu'on voit maintenant, on va jongler avec ça. On estime que 50% du travail que nous réalisons, c'est du travail ici, à votre gauche, donc le travail qui est soit domestique, associatif, collaboratif ou du client, 50%, et 50% c'est du travail à droite, c'est-à-dire en orange. C'est 50-50 en création de richesse. Hein. Et si vous réfléchissez dans votre vie, sur une vie, hein, vous allez voir que le travail, toute la partie domestique, associative, collaborative et du client, c'est beaucoup de temps. La caractéristique de ces 4 premières dimensions, c'est que le résultat est autoconsommé. Le travail domestique est autoconsommé. Si on éduque des enfants, en fait, la famille autoconsomme le travail d'éducation. Même chose pour collaboratif ou du client. Et l'autre travail donne lieu à des revenus, et donc à une consommation marchande. Les revenus tirés du travail rémunéré permettent de financer tous les autres types de travail. Alors c'est un compromis fordien, ça vous dit rien, compromis fordien, mais en économie c'est important parce que toutes les prestations sociales, la politique publique, la politique sociale est fondée sur ce qu'on a appelé le compromis fordien, consommation de masse, production de masse, emploi de masse, emploi suffisant pour financer toute l'économie. Et vous voyez la conséquence que vous avez anticipée, c'est qu'on s'est mis à appeler travail uniquement le travail rémunéré. Il faut nous reprogrammer pour comprendre qu'un vivre ensemble, et le livre commence par réfléchir sur le vivre. C'est quoi? Tout le monde parle du vivre ensemble, mais c'est quoi le vivre ensemble? Ce sont toutes ces activités, tous ces travaux que nous réalisons depuis le travail domestique jusqu'au travail salarié.
tous ces travaux qui font qu'une société est une société française qui n'est pas la société birmane ou la société péruvienne. C'est différent, notre façon de travailler est différente, la relation entre ces différents éléments est singulière. Le rôle du domestique n'est pas le même en Allemagne et en France, par exemple. Une femme, par exemple, qui a un enfant, il est normal qu'elle reste 2 ans ou 3 ans pour s'occuper de son enfant. Parce que ça fait partie, voilà, parce que cette dimension du travail domestique est considérée comme très importante pour l'éducation des enfants. Ils ont moins d'enfants. Donc, alors, pour comprendre l'évolution de cette société, il y a plusieurs possibilités, macro, technologiques, etc. Mon entrée, elle est microéconomique, c'est-à-dire que mon entrée, c'est l'entreprise. C'est comment les transformations dans les entreprises ont conduit à transformer la société. Je n'épuise pas le sujet, mais je l'aborde de cette façon. On a repris notre affaire, c'est bon, on a ça en tête, et on a en tête que tout ça, c'est négligé, et qu'en fait, notre économie, c'est essentiellement la partie blanche, et puis marginalement, on peut parler un peu de SS, un peu de l'économie de la famille, mais ça reste marginal. Le produit intérieur brut, c'est ça. La croissance économique, c'est quand on dit qu'il y a 1,5% de croissance, on ne s'occupe pas de ça. Hein. On ne s'occupe que de ça. On ne sait pas faire ça. On ne sait pas calculer la création de richesse, parce qu'il n'y a pas de marché, et on ne sait calculer que la création de richesse marchande. Or, pourquoi les individus ont accepté cet esclavage qui s'appelle le salariat? Pourquoi ils ont accepté de perdre en autoconsommation, donc en autonomie, et donc d'être salarié? Alors j'insiste sur le mot esclavage parce que pendant une grande partie du XIXe siècle, les progressistes étaient contre le salariat, au fait du fait que le salariat était considéré comme un esclavage moderne. Pourquoi? Parce que lorsqu'on était salarié, on perdait le contrôle sur son travail. Or, la dignité de l'homme, c'est de contrôler son travail. L'artisan contrôle son travail, il apprend, hein, les compagnons, mais il devient précisément le compagnon dès lors qu'il contrôle son travail. Le paysan contrôle son travail. Il nous dit ce qu'il fait, comment il cultive sa terre. Et là, on pourra revenir sur les questions paysannes parce qu'elle a été très, très, très marquée par ce que je vais raconter là. Pourquoi il accepte? Il va perdre en autonomie, mais parce qu'on lui assure qu'il gagne en certitude, ou si vous voulez, il perd en incertitude. Parce que le paysan cultive sa terre, mais enfin, s'il y a un mauvais temps, mauvaise récolte, il n'a rien, c'est la famine. L'artisan, hein, il peut ne pas avoir de clients. Donc il y a une incertitude liée au fait que, certes, il est autonome, mais il doit sans arrêt trouver son débouché, son vis-à-vis, bref, que son travail soit utile à quelqu'un. Les organisations qui vont rémunérer les salariés lui assurent la certitude, ça va s'appeler un contrat de travail, un contrat de subordination, et en échange de la subordination, vous avez une sécurité, notamment du revenu. Et on va échanger donc l'incertitude du quotidien contre la sécurité du revenu. Ça, c'est la grande promesse du salariat qui a été faite au XIXe siècle, mais qui va être massive dans les années 50 avec le compromis fordien. C'est le moment où du tout salariat et du tout contrat à durée indéterminée d'ailleurs, du tout contrat de subordination. L'idéal de liberté, c'est d'avoir, paradoxalement, c'est d'avoir un contrat à durée indéterminée. Alors que je rappelle, hein, l'esclavage, c'était d'avoir un contrat à durée indéterminée, enfin un contrat de travail au XIXe siècle. Je trouve ça incroyable. C'est nouveau, pourquoi? Parce que les grandes entreprises produisent en masse, donc assurent des débouchés en masse, donc créent de la certitude. Sauf que l'histoire va évidemment conduire à diminuer de plus en plus l'autonomie et donc le sens du travail de ceux qui travaillent dans les organisations, que ce soit des entreprises ou des administrations. D'abord la mécanisation, parce que la machine impose un rythme, un sens, un niveau une quantité, donc vous ne pouvez pas décider d'arrêter le rythme. Charlie Chaplin, hein, le rythme est donné. Alors aujourd'hui ce sont les mails, c'est le rythme des mails qui contribue à réguler notre travail. Mécanisation, donc conséquence, diminution de l'autonomie et donc de l'autonomie par rapport au sens du travail. Hein. Deuxième étape, mondialisation.
qui a commencé au XIXe siècle et qui va trouver son apothéose dans les années 50, et puis à partir des années 80, ce sera la globalisation. Or, la mondialisation éloigne de plus en plus le travailleur de celui pour lequel son travail est utile, au final. Il va trouver il va réaliser une partie du travail dans une chaîne de plus en plus éloignée entre le fait de planter la graine et le fait de manger des pop-corn au Pérou un dimanche matin. Le paysan, pour reprendre ces exemples, c'est plus. Moi, dans mon village, il y a encore des moulins, et on me raconte que dans les années 50, on allait faire moudre ses grains, son moulin. Là, là, c'est évidemment les minotiers, c'est plus la même chose. Les minotiers prennent toutes les graines et distribuent la farine partout. Et votre pain banette, il est fait avec du blé ukrainien, et vous ne le savez pas. Puisque c'est un marché mondial qui permet. Donc le paysan qui fait du blé, il n'y a plus de lien avec le pain. Alors, je vous donne cet exemple qui est. Parce que tout le monde peut l'imaginer, mais c'est vrai pour n'importe quel ouvrier, n'importe quel producteur de voiture. On est très éloigné du débouché. Donc on perd en autonomie en sens, parce que le débouché, il est créé par les marketeurs, c'est eux qui donnent le sens. C'est eux qui disent il y a un grand marché en Chine, alors il va falloir que vous bossiez ici dans le Larzac. Bon. Et troisième dimension, la financiarisation, c'est ce que je vais expliquer dans mon précédent bouquin. La financiarisation a eu pour effet de gérer les organisations à partir de données financières abstraites. Donc il faut une performance, il faut un résultat, et donc du coup le travail s'adapte à ce résultat. Conséquence, perte de sens. Perte d'autonomie par rapport au sens, hein. C'est ça le sujet. Parce que perte de sens, on pourrait dire, mais les entreprises, elles essaient de mettre beaucoup de sens dans ce qu'elles font. Oui, elles doivent démultiplier leur rhétorique sur le sens pour qu'on travaille, les machins, les groupes de travail pour faire la stratégie ensemble, mais une stratégie qui de toute façon est déjà déterminée par le marché financier, par le marché mondial et par le marché technologique, hein. Mais enfin, on peut toujours essayer de faire ensemble, travailler. Alors, mais qu'à cela ne tienne, puisqu'au fond, c'était ça le contrat fordien autour du salariat. Vous perdez en autonomie, mais vous gagnez en certitude. Hein, vous perdez en incertitude aussi. Donc, ok, on ne peut pas tout avoir, vous savez, c'est la fable du chien et du loup, hein, que je rappelle dans le bouquin. Le chien est attaché, le chien est gras et gros, etc. Le loup est maigre et court la campagne. Et donc le chien lui dit, mais venez avec moi. C'est ridicule de continuer à être à travailler de manière autonome, alors que vous venez à la ferme, vous aurez gras festin, os de poulet, os de pigeon, etc. Et à un moment donné, le loup vit le coup du chien pelé. Qu'est-ce ceci? Rien, mais encore. Du collier dont je suis attaché, de ce que vous voyez, est peut-être la cause. Attaché? Vous le couvrez donc point où vous voulez? Pas toujours, mais qu'importe. Il importe aussi bien que de ce repas, je ne veux en aucune sorte, et ne voudrais pas même à ce prix un trésor. Sur ce, le loup s'enfuit et court encore. XVIIe siècle, début du salariat de masse, si vous voulez. C'est pas grave, je suis attaché, j'ai de l'argent, j'ai un revenu. La crise du Fordisme, c'est le fait que, étape par étape, alors j'aurais pu le faire étape par étape, mais vous imaginez, la financiarisation conduit à augmenter l'incertitude, parce que c'est le marché financier qui détermine les niveaux. La mondialisation conduit à augmenter l'incertitude, parce que les marchés sont globaux, et une variation de la production de blé en Australie va avoir des conséquences pour le producteur de blé en France, et tout ça il peut plus le maîtriser. Et la mécanisation crée de l'incertitude, parce que nouveauté, transformation, et on est toujours en train de devoir surinvestir, et donc la place du travail est remise en question. Donc, vous voyez à quoi on est. Tiens. Ah oui, pardon. À quoi on est arrivé? À une
société dans laquelle les organisations qui, je résume, qui tenaient la production de revenus, qui permettaient de rendre la société vivable, parce que certes on perdait le sens du travail, mais on gagnait en étant en certitude, contrat à durée indéterminée, contrat toute la vie, etc. En fait, il y a une société dans laquelle on perd sur les deux tableaux. Un travail qui perd du sens donne une société de plus en plus incertaine pour celui qui travaille. Fin de la deuxième étape. Et là on peut s'arrêter et dire c'est terrible, c'est la crise, c'est machin, mais pas du tout. Parce que l'homme est plein d'énergie, plein de ressorts, l'être humain que nous sommes. Et donc, dans cette situation, qu'ont fait massivement les salariés? Ils sont allés chercher du sens ailleurs. Le sens qu'ils ne trouvaient pas dans l'entreprise ou dans les organisations, ils sont allés le trouver ailleurs, dans le travail collaboratif, dans le travail associatif, dans le travail domestique. Il y a eu toute cette poussée dans les années fin des années 90, 2000. Alors, je vous donne des exemples comme ça pour vous faire image. C'est le cadre qui quitte l'entreprise avec un petit paquet d'argent et qui ouvre un gîte, une maison d'hôte. Le grand rêve des cadres à une époque, c'était ouvrir une maison d'hôte. Et c'est intéressant symboliquement, parce qu'une maison d'hôte, c'est du travail domestique. C'est en fait faire de sa maison son lieu de revenu, mais de consommer aussi. Donc, et bien sûr, j'y viens, l'Internet va développer beaucoup de travail collaboratif, et vous avez ce grand classique aujourd'hui dans les entreprises, ouais, je travaille, mais heureusement, ailleurs, je trouve de l'intérêt ailleurs. En sens inverse, cet réinvestissement du champ professionnel a eu pour effet de changer l'entreprise. Alors ça, c'est l'entreprise libérée, c'est tout ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il y a un tel changement du regard sur le travail dû au fait qu'on s'épanouit ailleurs, on s'éclate ailleurs, et qu'on ne travaille plus que 35 heures officiellement, ou même 39 heures, c'est peu. Hein, sur les 160, je ne sais pas combien ça fait, 200 heures hebdomadaires, on ne travaille que 40 heures. Bon. Travail au sens salarié. La puissance du travail non rémunéré est telle il faut changer les entreprises, et donc ces métamorphoses sur lesquelles je ne reviens pas, mais qui prennent leur place dans cette histoire. Hein. Elles ne sont pas tombées du ciel, l'entreprise libérée, les nouvelles formes de management ne sont pas tombées du ciel, elles sont tombées par la pression et la concurrence du travail non salarié sur le travail salarié. Bon, tout ça aurait été une crise culturelle intéressante, mais pas décisive, si un troisième élément n'était pas entré en lien et en consonance. Tout ça, c'est la diffusion qui crée la richesse. Tout ça, ça se passe à un moment où de nouvelles technologies apparaissent, qui ne sont pas plus révolutionnaires que les autres, mais qui ont leur effet. C'est ce qu'on a appelé toutes les technologies autour de l'économie de l'information, ou de la connaissance. La nouvelle matière première, c'est la connaissance, c'est-à-dire en fait, on exploite de l'information et on diffuse de l'information, et plus on exploite, plus on diffuse de l'information, plus on crée de nouveaux services, de nouveaux savoirs, hein, et c'est un effet donc, de croissance. Je ne vous fais pas le schéma. Il y a trois dimensions à ça. La numérisation, appelée digitalisation en anglais, donc la transformation de l'économie, de l'information en données mécaniques, très facile à diffuser. Les réseaux, et ça c'est Internet, donc la possibilité de se connecter, et la robotisation. Alors, la robotisation, ça date pas d'hier, hein. La machine à café, c'était un robot, et la machine de Charlie Chaplin, c'était un robot. Mais ce sont les robots de nouvelle génération qui sont intéressants, puisque ces robots intègrent du numérique, et donc peuvent anticiper leur comportement, vous savez, et s'adapter de manière très fine aux travaux. Jusqu'à aujourd'hui, le robot était stupide. Il est toujours stupide, pardon. Le robot était, séquentiel. Vous lui demandez de faire ça, il va faire ça. Les nouveaux robots intègrent l'information qu'on leur demande et peuvent adapter, et notamment s'adapter au travail de l'homme qui travaille à côté d'eux, et changer le produit en fonction du travail de l'homme. Donc, nouvelle forme de robot. Ça apparaît dans la sphère marchande là-bas. Et ça va avoir des conséquences, bien sûr, sur les entreprises qui sont en train de se digitaliser, donc de diminuer l'emploi. Puisqu'on remplace
les salariés par des robots. Même si c'est très discuté, même si honnêtement on ne sait pas. Hein. La moitié des économistes pensent que les conséquences vont être massives sur l'emploi, l'autre partie pense qu'il peut y avoir de nouveaux emplois. Bon, aujourd'hui on est vraiment dans la boule de cristal, mais tout ce qu'on sait, et là tout le monde est d'accord sur ça, c'est que dans les 10 prochaines années, il va y avoir un effet très récessif sur l'emploi. Même si un jour ça crée de l'emploi, sur un court terme, quand vous remplacez des hommes par des machines, vous voyez ça chez Amazon, il n'y a pas une personne dans le nouveau centre. Donc je suis désolé, mais c'est zéro emploi de manutentionnaire. Hein. On peut s'en réjouir d'ailleurs, hein. Il n'y a aucun jugement dans ce que je dis, c'est peut-être très bien. En tout cas, ça a une conséquence. La seconde conséquence, ça a été sur le travail indépendant. L'économie de la connaissance, ça a permis de créer des plateformes et donc de mettre en marché des savoirs avec des clients. Ça nous paraît évident aujourd'hui avec les plateformes, mais c'est très nouveau, ça date de 10 ans. Donc ça a permis de développer cette partie du travail rémunéré, indépendant, qui représente 10%. Hein. Sur 100 travailleurs, vous en avez 90 qui sont salariés et 10 qui sont indépendants. Et ça fait croître le travail indépendant. Là aussi, il ne faut pas délirer. Ça ne croît pas de manière aussi massive qu'on le dit dans la presse. On assiste aux États-Unis à une croissance de 10% du travail indépendant, mais c'est 10% sur 10%. Hein. Oui, donc ça fait, au niveau de la masse d'emploi, c'est pas considérable. On pense toujours à Uber, qui est archétypal de ce qui se passe là, hein, qui fait passer des salariés des taxis à des indépendants. On pense toujours à Uber. C'est une forme de société, hein, ça va arriver, enfin c'est pas massif. À mon avis, c'est moins massif que la robotisation et les conséquences de la robotisation. Mais la troisième conséquence de cette économie de la connaissance, elle est là, c'est qu'en fait, je ne sais pas si vous avez pris conscience que lorsque vous possédez un ordinateur et un téléphone portable, vous possédez les moyens de production qui permettent d'accéder à l'économie de la connaissance. Pour la première fois dans le capitalisme, les moyens de production sont sortis de l'entreprise. Le propre du capitalisme, c'est on concentre des outils de production et on fait venir le travail autour des outils. Exemple, Léo Fourneau, la construction de rails, de chemin de fer, la machine-outil, Charlie Chaplin, c'est la machine qui fait venir. Pour la première fois dans l'histoire du capitalisme, les machines sont sorties de l'entreprise et sont propriété de chacun d'entre nous. On a tous un téléphone, très massivement, un téléphone et un ordinateur. Conséquence, développement du travail non rémunéré, possible, grâce à l'économie de la connaissance. Et notamment le travail Internet, et notamment le travail collaboratif, qui va exploser. C'est plus le travail du village où on construit vous voyez, une maison ensemble, c'est qu'on peut construire plein de choses ensemble dans le monde entier, grâce à Internet, en ayant des moyens de production très peu coûteux aujourd'hui. Alors l'exemple archétypal c'est Wikipédia, faut pas te confondre. Hein. Uber, c'est une plateforme, elle est là, c'est une entreprise qui pompe du travail indépendant et qui fait passer des salariés à travailler indépendant. Bon, c'est une logique économique. Wikipédia, c'est totalement différent. C'est une plateforme, elle, qui est totalement gratuite. Donc les contributeurs ne sont pas payés et les usagers ne payent pas. Ils ne payent que par des financements libres. Et c'est la plus grande encyclopédie du monde, jamais non seulement conçue, mais même imaginée par l'être humain. C'est-à-dire que Wikipédia c'est 2003, 15 ans plus tard, à peine 15 ans plus tard, on a une encyclopédie dont les encyclopédistes auraient rêvé, dont Hildegard de Bingen qui a écrit une encyclopédie aurait rêvé. C'est-à-dire que, vous voyez, Hildegard de Bingen, c'est une personne qui a écrit l'encyclopédie. Les encyclopédies, c'est déjà un groupe d'encyclopédistes. Là, c'est en France 1 million de participants, 1 million de contributeurs à Wikipédia. Et ça, c'est possible dès lors que vous avez un portable si vous voulez, mais au moins un ordinateur. Et on se branche. Donc ce travail non rémunéré explose. Et bien sûr, avec une double conséquence sur les entreprises. Parce que ça crée de la concurrence. Alors, Wikipédia tue le Quid en 3 ans. Et le Quid a une très belle stratégie pour réagir. Hein. Pour ceux qui sont dans les entreprises, il ne faut pas imaginer qu'il n'avait pas vu venir. Bon, personne n'avait vu venir Wikipédia. Hein. Mais une fois qu'il s'est rendu compte que
dirigeants fondateurs se sont rendus compte de Wikipédia, ils ont essayé de réagir, mais c'était impossible. Parce que quand vous avez 1 million de contributeurs non payés, et vous avez 350 salariés payés, faites le calcul, c'est impossible. Alors ça, ce sont les plateformes gratuites. Mais si ça joue sur les entreprises, c'est qu'il y a un second phénomène, c'est que les entreprises vont se plugger, comme on dit en mauvais français, vont se greffer ici, pour utiliser le travail gratuit, afin de concurrencer les entreprises classiques. Ça, c'est le phénomène le plus massif et le plus important pour l'économie. Je recommence. On récupère le travail gratuit, c'est une entreprise qui le fait, hein, et on va concurrencer les entreprises du secteur classique. Donc on fait travailler gratuitement les personnes, et on les met en concurrence avec peut-être elles-mêmes en tant que salariés. Alors l'exemple, ça peut être Google, mais l'exemple le plus archétypal, c'est Airbnb. Airbnb est une plateforme, donc c'est une entreprise, 6000 salariés, une ETI comme on dit, hein, c'est pas une très grosse entreprise, 6000 salariés. Mais l'idée géniale, c'est de créer une plateforme, de faire travailler, enfin plutôt de récupérer le travail domestique, parce que vous avez une chambre à louer. Concrètement, c'est quoi une chambre à louer? C'est que vous avez fait le ménage, que vous accueillez la personne, donc ce qu'on fait si on accueille un ami dans la chambre d'amis. Hein. Sauf que la proposition, c'est de vous rémunérer pour ce travail domestique à la marge, de créer une plateforme qui peut le faire et de concurrencer l'hôtellerie. En nous utilisant, nous, chacun d'entre nous, comme hôtelier, mais hôtelier à temps très partiel. Et du coup, vous ne pouvez peut-être pas recevoir les amis parce que la chambre est occupée par quelqu'un qui est client. Hein. Je le dis en plaisantant à moitié parce que j'ai un de mes amis qui refuse d'utiliser Blablacar en disant mais moi je prends les gens gratuitement, je ne veux pas rentrer dans ce système où je paye pour prendre quelqu'un. Ma voiture est disponible pour mes amis ou pour des gens si je peux aider. On va y revenir à la fin, il y a peut-être à résister à ça. En tout cas, Blablacar, c'est un autre exemple, vous avez une voiture, jusqu'à présent vous êtes tout seul à la voiture, on vous dit, bah tiens, si vous prenez quelqu'un, il vous paiera 10 € pour le même voyage. Vous dites, ah bah c'est super, qu'est-ce qu'on fait? On monétise tout ce travail qui était gratuit, mais on le monétise à la marge. C'est-à-dire que pour une course, vous êtes totalement libre. Évidemment, il n'y a pas de charge sociale, évidemment, on est en dehors du compromis fordien là. Hein. Mais attention, ça c'est la vision du consommateur, on trouve ça super, mais pour l'économiste, c'est qu'il y a des entreprises qui sont greffées et qui détruisent du travail salarié. Alors je reviens sur Airbnb. Airbnb, vous avez tous les chiffres dans le bouquin, Airbnb oui, c'est 6000 salariés, 1 500 000 chambres dans le monde. Donc 6000 salariés, parce que c'est une entreprise hein, qui gère ça, 1 500 000 chambres dans le monde. Numéro 1 mondial de l'hôtellerie, Airbnb. Numéro 2 mondial de l'hôtellerie, Accor, groupe français. 500 000 chambres, 192 000 salariés. 192 000 salariés, pour 3 fois moins que Airbnb, qui a que 6 000 salariés. Donc en termes de compromis fordien, un petit problème. On a une richesse multipliée par 3 et un salariat divisé par 30. Mais autant de travail. C'est pour ça qu'il faut avoir l'intelligence du travail. C'est autant de travail. Sauf qu'on est tous un petit peu hôteliers. Donc voilà ce qui se passe. Et voilà pourquoi on est un petit peu dans la misère pour penser la suite. Parce que, alors on n'est pas dans la misère, si vous voulez, au sens où c'est pas grave. L'économie a toujours évolué. Et, voilà, il y a une évolution. Il y avait un compromis qui marchait. Mais si on ne se rend pas compte que ce compromis ne marche plus et qu'on continue de raisonner sur la partie blanche en disant comment on va faire pour recréer des emplois, on est à côté de la plaque. Le sujet, c'est comment on va faire pour considérer le travail dans sa totalité et comment on fait pour retrouver un nouveau compromis qui ne peut pas être le compromis fordien, c'est-à-dire fondé uniquement sur l'emploi salarié. D'où ma conclusion. N'exagérons pas, c'est pas non plus l'effondrement, hein, mais à se comprimer. Quand on dit la fin du salariat, c'est ridicule. Il y aura toujours du salariat, on le verra avant la fin de nos vies et du siècle. Hein. Parce que les entreprises ont besoin de salariés fidèles, de travailleurs fidèles. Il y aura plus d'indépendance, ça c'est à peu près certain. Beaucoup de travail collaboratif récupéré par des entreprises avec de nouvelles donnes, mais le premier résultat, le plus grand résultat de ce que je vous raconte là, c'est que, il faut tenir compte de tout ça maintenant, si on veut être sérieux,
Et deux, la révolution technologique là-haut, elle ne concerne pas les entreprises, elle concerne la société. C'est-à-dire la société créatrice de richesse. La société, sur le plan social, c'est évident, mais en tant que création de richesse, il y a plein de richesses possibles qui échappent au circuit marchand, ou qui peuvent échapper au service marchand. Ou plein de renouvellement des secteurs qui sont possibles grâce à ces nouvelles données. Exemple, agriculture, je prends agriculture parce que tout le monde peut imaginer ce que ça veut dire. Les circuits courts sont possibles parce qu'on a des ordinateurs. Parce qu'on peut se plugger sur des producteurs sans être dans le village. Donc ce qui peut renouveler fortement l'agriculture ou pas, hein, mais en tout cas, bon. L'information circule massivement. À partir de là, je vois 4 questions à se poser pour la suite. Première question, qui va contrôler ces nouvelles technologies? Qui va s'emparer des plateformes? Qui va s'emparer des robots? Qui va s'emparer des réseaux? C'est l'enjeu citoyen massif, ça. Deux possibilités, de grandes plateformes apparaissent au niveau mondial, ou de grandes entreprises apparaissent et utilisent massivement les robots et massivement les plateformes. C'est les GAFA, vous savez, les fameux Google, Apple, Facebook, Amazon, qui accumulent le capital. Donc de nouveau, vous voyez, accumulation de capital qui revient du côté de l'entreprise, alors qu'il a été diffusé. Il revient, et c'est elle qui contrôle. Alors, pas tellement les machines. Là, elle vous dit, achetez vos machines, mais grâce aux machines, nous, on récupère de la data, de la donnée, et l'usage des données, et le contrôle des données, fait le nouveau capitalisme. Donc, plus c'est concentré, et plus on a un capitalisme de forme hyper concentré au niveau supranational. Et là, écrasement définitif des nations qui ne peuvent plus rien faire. Hein. Les décisions se prennent dans la Silicon Valley. Vous savez que le Danemark a envoyé un ambassadeur de la Silicon Valley, ce qui est très intéressant sur le plan du droit. Donc, il y a un ministre plénipotentiaire ayant rang d'ambassadeur dans la Silicon Valley pour pouvoir parler directement aux GAFA. Donc ça veut dire qu'on les considère comme des États. Alors on dit un peu bêtement, mais peu importe, ça donne une image que le budget des GAFA c'est 2 fois celui de la France, il faut voir ce que c'est aussi. Hein. Mais c'est un peu bête parce qu'on compare des choux et des carottes. Mais le fait que le Danemark le fasse me paraît significatif. Ou bien l'autre solution, c'est la diffusion de ces technologies qui est réappropriée par des communautés locales. Exemple, les Fab Labs, vous savez, les lieux de production locaux où on a une imprimante 3D, des machines sophistiquées et des artisans travaillent autour des Fab Labs. Ça s'appelle comme ça, hein, Fab Labs. Et donc créer du travail rémunéré, mais à partir d'une décentralisation des moyens de production. Même chose pour les plateformes collaboratives, ouvertes. C'est Waze, si vous utilisez Waze, c'est une plateforme gratuite, ouverte, et Coyote, c'est une plateforme entrepreneuriale. Donc il y a un combat là. Le vrai enjeu, c'est quelle politique nationale ou européenne on peut encore mener pour lutter contre une suraccumulation de capital aux États-Unis en particulier, et aussi beaucoup en Chine, qui investissent massivement dans les blockchains, par exemple, dans les nouvelles technologies de masse, pour contrôler ça. Dans les 5 ans qui viennent, hein, je ne suis pas en train de faire de la prospective à long terme. Le deuxième enjeu, ça on en a un peu parlé dans la campagne, c'est la nouvelle distribution des revenus. Vous avez vu que le compromis fordien était fondé sur l'idée que les prestations sociales étaient liées aux revenus. Revenus marchands, quoi. Plus ces revenus vont décliner, même s'ils déclinent que de 5% ou 10%, hein, c'est dévastateur sur l'équilibre du système. Hein. On le vit en France depuis des années, mais si ça continue à diminuer, je ne sais pas faire mon économiste. On a un déficit des systèmes sociaux en France, mais pas qu'en France, hein, mais qui est dû au fait qu'il y a une récession sur les revenus dans tous les pays du monde. Pour vous donner un exemple, aux Pays-Bas, 5% de chômage, mais 75% des femmes travaillent à mi-temps. Pardon, travaillent à temps partiel. 75% des femmes travaillent à temps partiel. Donc, de quoi on parle? En France, on a choisi le plein temps comme le travail normal. Parce que toutes nos prestations sont liées au plein temps.
aux Pays-Bas, il faut se débrouiller. Donc, ne regardez pas la statistique 5% de chômage, ça ne veut rien dire. Il faut voir derrière de quel type d'emploi on parle, et en particulier, est-ce qu'il peut rémunérer l'ensemble de l'économie. Donc, distribution de revenus, ça a été le débat sur le revenu universel, qui est un très bon débat, une très bonne question, le revenu universel. On a négligé ça parce qu'on a dit Hamon est c'est vraiment ridicule parce que c'est très intéressant comme débat. Parce qu'en fait, il pose la question, je ne sais pas si c'est pas une bonne réponse, le revenu universel, certes, mais c'est une très bonne question. Comment imaginer une société où on puisse, où l'incertitude qui n'est plus gérée par les entreprises, enfin l'incertitude, la faible incertitude, elle n'est plus gérée par les entreprises, elle soit gérée par le corps social, par la collectivité. Comment faire reporter le problème de l'incertitude plus grande du côté du salariat sur l'ensemble de la société? Alors est-ce que c'est un revenu pour tout le monde? Est-ce que c'est une gestion de la précarité avec des revenus de façon intermittente du spectacle? Il y a plein de possibilités et je vous assure c'est passionnant pour essayer d'imaginer le coup suivant, quoi. Et le coup suivant, c'est pas le modèle fordien qui revient, hein, c'est fini. Le troisième, c'est la gestion de la précarité, j'en ai dit un mot. Comment faire en sorte que ces indépendants ne soient pas précaires, notamment en termes sociaux, puisque tout le système social est fondé sur le fait d'avoir un travail salarié. Alors il y a une belle initiative que je vous partage, c'est Smart en Belgique. Smart est une coopérative d'indépendants, une coopérative indépendante. Coopérative, tous les travailleurs sont indépendants et puis ils sont rémunérés en fonction de leur chiffre d'affaires. Dérogation au droit du travail. Ils ont un salaire, mais rémunérés par rapport à leur chiffre d'affaires. 30 000. Smart, c'est 30 000 indépendants. C'est gros. Et donc, ça permet de lisser, d'avoir des revenus, enfin bref, d'être indépendant tout en ayant tous les avantages du salariat. Donc, vous voyez qu'il y a des choses qui se passent. Et enfin, dernier point, et j'en termine là, la question de l'écologie de la consommation. Parce que il ne faut pas regarder la question que du point de vue du revenu. Travail égale revenu. Travail égale aussi de l'autoconsommation. Or, toute cette partie autoconsommée, on l'a négligée pendant des décennies. Dans le modèle fordien, il n'y a que la consommation marchande qui était intéressante. Tout le reste, on ne sait même pas le réaliser. On ne sait pas ce que c'est l'éducation des enfants, par exemple, comme autoconsommation. On ne sait pas faire. Et on ne sait même pas le regarder d'ailleurs. Hein. Mais on ne sait pas ce que c'est que les réseaux sociaux d'amitié. Pourtant, ça, c'est la richesse créée. Donc là, je connecte ça avec ce qui se dit sur l'écologie. L'écologie, ce n'est pas que l'environnement et la qualité de l'environnement, c'est aussi c'est massivement la consommation et toute la partie de la consommation qui échappe aux marchands. Voilà donc 4 questions que j'adresse aux politiques. Et j'en termine sur un point très positif. On n'a pas 1,5% de croissance en France. On a peut-être 4%. Sauf qu'il y a 1,5% qui est officiel. Même 1,2 qui est officiel dans ces statistiques, mais tout ça, cette collaboration qui est née, tout ce qui est possible, tout ça, ça échappe aux statistiques, et pourtant ça existe. Donc il y a beaucoup plus de richesse, et donc de consommation, qu'on ne le dit. Voilà ce que je partage, et ce que je vous ai partagé ce matin.